Vous êtes sur le podcast d'Equinox. Equinox est un jeune parti politique français. Il n'est pas facile de développer un programme à base de quelques caractères sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que, en plus de notre blog et notre site internet, nous avons développé ce podcast pour expliquer nos constats, nos aspirations et nos propositions politiques. Je suis Marine Chollet et je suis porte-parole du parti. Bienvenue sur le podcast d'Equinox. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Ce podcast est un peu particulier parce que ce coup-ci, je vais laisser le rôle d'intervieweur à Jean-Paul. Bonjour. Pour justement parler de cette campagne pour les européennes. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Marie. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter avant de venir me cuisiner ? Jean-Paul, 62 ans, ex-chef d'entreprise, voilà, et adhérent d'Equinox depuis peu. Et bien merci Jean-Paul de venir nous aider pour l'enregistrement de ce podcast. Alors Marine, c'est moi qui t'interviewe donc ? T'es qui ? Qui je suis ? Eh bien moi je suis Marine Chollet, j'ai 31 ans, j'habite à Lyon et j'ai été élue cet été pour porter la liste Equinox aux élections européennes de 2024. J'ai été élue au jugement majoritaire, c'est un point qui est important pour nous puisque c'est un mode de scrutin qu'on chérit chez Equinox et que l'on veut mettre en place au sein des institutions européennes. Donc on a commencé à les mettre en place dans notre parti. Et voilà, avant cela j'étais porte-parole du parti. Ok, et avant cela Avant cela, écoute, je suis ingénieure agronome de formation. Je ne suis pas particulièrement lyonnaise, mais en fait, je ne suis pas particulièrement d'aucun territoire en France, puisque j'ai toujours déménagé dans ma vie, étant fille d'officier. J'ai des attaches particulières, notamment avec le monde rural, qui est la vie que j'ai envie de mener, puisque aujourd'hui, je suis ingénieure dans les énergies renouvelables. Aujourd'hui, je suis femme politique, même pour être plus précise, puisque j'ai quitté mon emploi pour me dédier à cette campagne. Et demain, qui sait, peut-être que je pourrais devenir agricultrice. En tout cas, j'ai une vraie propension j'ai vraiment envie de participer à la construction du monde de demain, et notamment par les territoires et par la ruralité. Donc tu étais dans une grande boîte, j'ai quelques indiscrétions, cadre, avec un avenir, puis tu t'es lâché des deux mains pour te lancer dans une aventure complètement improbable. Raconte-nous. Oui, j'étais cadre, puisqu'effectivement, avec un diplôme d'ingénieur, c'est les postes qu'on peut prétendre. Donc j'étais cadre dans la transition énergétique, dans plusieurs boîtes, plusieurs entreprises, plusieurs grandes boîtes, des entreprises multinationales. Et je ne sais pas si j'avais un avenir dans ces grandes boîtes-là. En tout cas, j'ai décidé de prendre ce chemin alternatif, qui était de participer au projet d'Equinox. Et je ne suis pas la seule à faire ça, puisque les fondateurs d'Equinox même, en fait, sont des ingénieurs qui ont du coup un haut niveau d'études. Le parti a été créé sur le plateau de Saclay, sur une des plus grandes écoles d'ingénieurs de France, justement par ces ingénieurs qui disaient « Oula, prenons un moment, faisons un pas de côté pour interroger le monde dans lequel on vit et pour construire du coup un projet cohérent et global dans lequel nous avons envie de vivre. » On sent qu'il y a du jus de cervelle derrière et puis qu'il faut que ça picote derrière les oreilles. Hein. Vous vous considérez comme, donc pas comme citoyens locaux, comme citoyens français, comme citoyens européens, comme citoyens du monde ? Alors, je ne sais pas comment se considèrent les adhérents d'Equinox. Moi, je me considère profondément française. Le fait d'avoir beaucoup voyagé me rappelle à quel point je suis attachée à la France, et la France dans toute sa diversité, dans tous les territoires. Je vous parlais tout à l'heure des territoires ruraux. Moi, j'ai eu la chance d'habiter en Lorraine, j'ai eu la chance d'habiter en Haute-Savoie, j'ai eu la chance d'habiter aussi en région parisienne quelques fois. J'ai aussi eu la chance d'habiter dans les dom-toms à Tahiti pendant 2 ans. Et je pense que la France, dans sa globalité, est tellement merveilleuse, tellement riche, et qu'on a une part à jouer dans le jeu collectif du monde. Et en plus de ce sentiment français, je crois aussi vraiment être européenne. Je suis fière des valeurs que nous avons au sein de l'Union européenne, notamment les valeurs de démocratie, de partage, les valeurs aussi de droits humains, qui sont inhérentes à l'histoire européenne. Et donc du coup, c'est pour ça que c'était important pour moi de m'engager dans les élections européennes, parce que voilà, l'Europe, c'est la première puissance mondiale, mais pas que. C'est aussi la puissance qui a permis l'émergence de beaux projets collectifs, et j'ai envie de participer à construire l'Europe de demain. Alors, on est quand même dans un pays un peu privilégié, on a de la chance. Déjà, naturellement, on a de la chance. On a une situation assez facile du point de vue du climat, etc. Du point de vue économique aussi. Il vaut mieux être né ici que dans bien d'autres pays. Tu te situes comment par rapport à ça ? Moi, je suis hyper chanceuse. Je suis hyper chanceuse déjà d'être née française, en fait. Je
j'en ai complètement conscience. Et pour avoir... en fait, moi, j'avais un diplôme d'agro qui était spécialisé dans les pays dits en voie de développement. Donc, j'ai fait des stages dans différents pays, notamment en Asie ou en Afrique. Et je mesure ô combien la chance que c'est d'être née française. Qui plus est, en plus, moi, je suis bien née, sans être particulièrement dans une famille riche. J'ai une famille qui n'a jamais eu de difficulté à nous nourrir, à nous loger, à nous habiller. Et donc, j'ai pu faire des études, donc j'ai vraiment beaucoup de chance. Et aujourd'hui encore, j'ai encore beaucoup de chance. Et c'est là où l'engagement politique aussi est plus facile pour des personnes qui ont de la chance comme moi. J'ai eu un diplôme qui m'a permis d'avoir des capacités d'analyse, de m'outiller pour comprendre des choses dans le monde d'aujourd'hui, de m'outiller aussi pour être en mesure de devenir porte-parole et porter une campagne pour les européennes. Et puis derrière, j'ai aujourd'hui un appartement à Lyon, je suis heureuse et je peux me permettre d'arrêter de travailler pendant 6 mois. Alors c'est sûr que derrière, je vais pas pouvoir partir en vacances cette année. C'est pas non plus sans engagement, mais par contre, ça ne met pas à mal ma capacité de me loger, ma capacité de me nourrir et la capacité de vivre avec les personnes que j'aime. Et ça, c'est plus facile de s'engager en politique dans ces conditions-là. Alors Marine, tu t'es quand même un peu lâché les deux mains dans le noir. Tu te situes comment sur la pyramide de Maslow ? En fait, c'est venu petit à petit, donc je me suis pas rendu compte que je me suis lâché complètement les deux mains en haut de la falaise. Et aujourd'hui, dans la pyramide, c'est ce que je disais, moi, j'ai pas de difficulté, et c'est une chance sur les besoins fondamentaux. Par contre, il y avait un sujet sur les besoins du lien social. J'ai l'impression qu'on est dans une société où on n'a jamais eu autant d'outils de communication, mais qu'on se rencontre plus, qu'on reste beaucoup avec les personnes avec lesquelles notre petit cercle. Et aussi ce besoin de se rendre en capacité d'agir dans la société dans laquelle on veut vivre. Et ça, du coup, actuellement, je réponds à ce besoin-là. À dire, je fais ma part dans la construction politique de la société dans laquelle j'ai envie de vivre. Il n'y a pas assez de gens qui s'assoient pour parler entre eux sur les trottoirs, dans la rue. C'est une proposition qu'on fait. C'est pas une proposition qu'on fait dans le cadre des élections européennes, mais c'est une proposition que Equinox a portée dans le cadre des législatives, de remettre en place des agoras dans tous les lieux de vie. C'est-à-dire et dans tous les petits villages, c'est-à-dire en fait d'institutionnaliser un petit peu un espace où les gens se posent et échangent. Et ça d'ailleurs, ça avait été une grande réussite. À la fin de la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron avait calmé la crise des Gilets jaunes en proposant un grand débat citoyen et les cahiers de doléances. Je sais pas si tu t'en rappelles. Et en fait, ça a montré que les gens, ils avaient envie de s'exprimer profondément. Et donc, oui, il n'y a plus d'espace où on dialogue. Le débat, aujourd'hui, il est vite caricaturé. On rentre vite dans des extrêmes pour être audible. Et ça, c'est quelque chose chez Equinox qui nous manque. C'est pour ça qu'on a décidé de le recréer. C'est un peu propre à notre pays, ça, non ? Parce que même quand on va à Londres, on voit des gens qui se parlent dans le bus, qui se connaissent pas. À Marrakech, pareil. À Barcelone, j'en parle même pas. Oui, je pense que c'est très français. Après, je pense aussi que c'est très français de voir tout ce qui est pas très positif dans notre pays. Mais en tout cas, là, ma question, c'est de dire, à l'échelle française et à l'échelle européenne, comment on trouve les moyens de revenir vers plus de dialogue et plus d'échanges. Puis avec l'hiver en Italie, on met les mains en plus. L'équipe est constituée beaucoup de scientifiques ? Elle l'était, mais là, aujourd'hui, on se parle en mai 2024. Donc, par rapport au moment où le parti a été créé en 2021, la base, elle a énormément évolué. Mais c'est vrai qu'initialement, elle a été créée par des ingénieurs qui ne se sentaient pas représentés dans le monde politique actuel. Et donc, au début, ça a forcément rassemblé des personnes qui nous ressemblent le plus. On commence par des cercles circonscrits. Mais en fait, aujourd'hui, on a 2000 adhérents, plus de 50 groupes locaux dans toute la France. Et ça nous a permis de nous faire connaître et d'avoir rassemblé des personnes qui ont d'autres parcours. On a récupéré pas mal d'agriculteurs, on a récupéré pas mal de retraités, pas encore toi, mais en tout cas pas mal de personnes de plus de 60 ans qui nous ont rejoints, issus de différents mondes. Et puis on a des sociétés pratiques, j'ai envie de dire sociétés des entreprises et des personnes qui travaillent avec leurs mains, des artisans. On a un artisan couvreur qui nous a rejoint la semaine dernière, on a un boulanger, un joaillier. Enfin, on a vraiment de tous les types de personnes dans la société et c'est bon signe. Ça veut dire que de cette base, effectivement, très scientifique et très ingénieur, on commence à rassembler largement, tout en gardant notre objectif de dire que le programme d'Equinox et la volonté d'Equinox, c'est de vraiment partir des rapports scientifiques pour construire des propositions politiques cohérentes. Ta relation à tes mains, tu as été manuelle, tu l'es toujours Ma relation avec mes mains, elles sont un peu comme tous les gens qui ont eu des bonnes notes à l'école, en fait. Quand t'as des bonnes notes à l'école, on a dit non, mais tu feras des études. Tu feras des études, mais du coup, en fait, tu passes beaucoup plus de temps assis sur une chaise derrière un écran.
Et ça, moi, ça me correspond pas du tout. Donc c'est pour ça que dans le cadre de mes métiers, de mes différentes activités, et même au sein des entreprises dans les énergies renouvelables, j'ai toujours été sur le terrain. J'ai plus utilisé ma langue que mes mains, puisque mon métier, c'était de faire du lien et du dialogue. Et quant à mes mains, je sais pas si tu le savais, mais j'ai passé 1 an à tenter de devenir agricultrice, en tout cas à travailler en ouvrière agricole au service de remplacement. Et là, j'ai jamais autant utilisé mes mains pour la traite et pour la transformation du fromage. Ça a été une expérience un peu compliquée. Ça m'a énormément appris, mais je me suis sentie très seule dans cette expérience, de cette petite, pour caricaturer, la bobo des grandes villes qui vient à la rencontre du monde agricole, ce qui n'était pas du tout mon objectif. Mais c'est un peu comme ça que ça a été perçu par certains agriculteurs, parce que j'avais des diplômes, parce que j'étais pas issue du monde rural. Et puis je me suis rendu compte aussi de notre système agricole. Et puis je pourrais vous parler du système du reblochon, puisque moi j'étais dans la vallée du reblochon, qui est un produit magnifique, de forte valeur ajoutée, avec toute une histoire, et qui est malheureusement très fragile dans les systèmes agricoles aujourd'hui, qui dépend des coûts d'importation, des coûts d'exportation, qui dépend aussi des normes qui sont installées. Et ça, c'est toujours resté fondamental dans notre approche et dans notre projet politique. Faire vivre les territoires, faire vivre les terroirs, valoriser les produits de bonne qualité qu'on produit en France, mais trouver aussi un moyen pour que on encourage ces systèmes agricoles qui répondent à l'agriculture de demain. Donc c'est des systèmes qui sont très peu dépendants des intrants, très peu dépendants de la mécanisation. Donc comment on participe à ces projets qui font vivre notre montagne, on les entretient tout en limitant les contraintes qui vivent sur eux. Le comité scientifique, il est assez costaud chez Equinox. Oui, et on aimerait l'élargir encore plus. Il y a 2 types de comités scientifiques. Il y a le comité scientifique en off, en tout cas les scientifiques qui acceptent d'échanger avec nous, mais qui ne veulent pas forcément mettre leur nom avec Equinox. Et je le comprends complètement parce qu'ils sont sur des programmes européens et des programmes français, et une étiquette politique pourrait leur être dommageable. Mais c'est un moyen de les remercier là. Voilà. Donc merci si vous écoutez ce podcast. Merci d'avoir pris des petits déjeuners avec moi. Merci d'avoir échangé des cafés. Merci d'avoir relu notre programme. Et puis il y a aussi les scientifiques et le comité scientifique, ce qu'on appelle nos ambassadeurs, qui ne sont pas que scientifiques. On a aussi un chef d'entreprise, des femmes du monde de la culture. Mais on a un grand scientifique, Marc-André Sellos, qui est un scientifique du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, qui a accepté de devenir ambassadeur. Et oui, donc en tout cas, il relie aussi notre programme. Il nous critique, hein. Des fois il est très franc dans ses critiques, il nous challenge, et c'est ça qui nous fait du bien. Nous, on veut une société aussi avec toute la place des scientifiques, c'est-à-dire que ça fait 50 ans qu'on sait dans quelle direction on va, notamment par rapport au changement climatique et à l'érosion de la biodiversité, et malgré ça on continue à y aller. Et donc du coup, nous, on aimerait que les scientifiques aient plus de droit de regard sur les orientations politiques. Est-ce qu'il y a un sujet que tu places au premier rang dans la démarche, même si tu es porte-parole d'Equinox, personnellement? Le sujet d'Equinox, c'est la question de la démesure, vraiment. Mon sujet à moi, c'est la question de la légitimité de s'engager dans un projet politique. J'ai 31 ans, j'ai pas du tout de formation, ni de journaliste, ni de politiste. J'ai pas fait Sciences Po. Et je me sens des fois pas légitime à porter un projet politique. Et la démarche d'Equinox est faite de manière à ce que tout le monde puisse se sentir légitime de s'inviter en politique. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. On ne peut pas continuer à laisser le rôle politique, qui en fait influe dans notre quotidien de manière démentielle, à des personnes qui font des carrières politiques. En fait, toi, tu as ta place en politique, et moi, je suis en train de prendre une place en politique, en tout cas aujourd'hui. Il y a une espèce de formatage qui t'irrite, quoi. Je sais pas si c'est le formatage, mais c'est le fait de dire que... Déjà, c'est la manière dont on a construit nos institutions. Ça a été construit sur des sièges qui sont dédiés à des hommes de plus de 50 ans. Des hommes, je dis bien hommes haïtiens. Et du coup, on laisse très peu de place aux femmes, très peu de place aux femmes jeunes, très peu de place à des personnes qui n'auraient pas de formation politiste ou journalistique. Et ça, d'ailleurs, on le vit aujourd'hui. Par exemple, on n'est pas invité dans les médias. On n'est pas invité dans les médias parce qu'en fait, on ne connaît pas les personnes qui nous invitent dans les médias, parce qu'on n'est pas testé dans les sondages, mais on ne connaît pas les personnes qui testent dans les sondages.
Et donc du coup, ça, il y a une vraie question de la légitimité et comment on prend le pouvoir en politique. Donc vive la Lettonie, la Finlande, la Nouvelle-Zélande et les autres. Oui, en tout cas, vive ces pays qui ont l'audace d'élire des jeunes femmes pour représenter leur pays. Alors, je sais pas si je suis à la hauteur de ces femmes-là, hein. Je me compare pas du tout à celles-là, mais en tout cas, c'est des pays qui, structurellement, n'ont pas eu peur. Alors toi, jeune femme en politique, tu le vis comment ? Ben, je découvre ce monde, je découvre l'intensité de ce monde, et puis j'en découvre aussi les côtés négatifs. On se demande pourquoi est-ce qu'on a pas de femmes en politique, mais en fait, dès qu'une femme prend la parole en France, c'est des dizaines de remarques sur son physique. C'est même allé jusqu'à des menaces de viol après notre premier passage télé. Bon, j'en fais pas mon quotidien, mais ça montre bien qu'il y a quelque chose quand même qui dérange de prendre une place en politique aujourd'hui quand on n'est pas issu du monde politique et qu'on est une femme, qui plus est jeune. Donc on passe d'une bande de copains, des jeunes, qui sont, j'imagine, presque sur l'amusement, le challenge, le picotement d'une soirée, ou d'une bonne idée qu'on a envie de pousser, à quelque chose aujourd'hui qui doit être plus structuré. Comment vous gérez cette métamorphose ? Alors moi j'ai rejoint Equinox, ils avaient déjà passé quand même des premières élections, des élections législatives où ils avaient présenté 3 candidats, un à Paris, un à Lyon et un à Strasbourg. Donc ils avaient quand même déjà eu un premier galop d'essai, mais effectivement, Equinox c'est vraiment ce pari de bande de copains qui refont le monde et qui disent ok, chiche. Et depuis maintenant c'est une vraie fourmilière avec 2000 adhérents et sympathisants, 50 groupes locaux, et c'est en ce moment un vrai challenge pour nous. C'est de se structurer pour répondre aux élections européennes dont j'en suis la tête, mais c'est aussi de répondre en interne à une nouvelle organisation avec des nouvelles personnes qui n'ont pas forcément le même langage. Un langage par exemple moins scientifique, mais beaucoup plus culturel. Et donc du coup, ça nous apporte un nouveau regard, une nouvelle richesse. Et donc c'est savoir les intégrer tout en gardant les bases qui font qu'aujourd'hui on en est là. Et donc il faut prendre de la hauteur, faire prendre de la hauteur aux suivants, aux collègues. Comment tu gères tout ça ? Il n'y a pas que moi qui gère, il y a toute l'équipe du coup, à la fois le bureau qui est élu, mais également le Conseil national d'orientation. Et la liste, puisqu'aujourd'hui, maintenant, il y a 81 personnes qui ont accepté de mettre leur nom pour Equinox dans le cadre de ces élections européennes. Donc c'est légitime aussi qu'elles aient leur part, qu'elles aient leur droit de réponse sur ce que l'on dit en leur nom. Donc on a ces 3 instances en ce moment qui cohabitent et effectivement, il faut trouver des mécanismes pour que ce soit tout le monde dans la même direction. Et donc on a plusieurs organisations. Quand vous souhaitez devenir adhérent au sein d'Equinox, vous êtes invité à une réunion le dimanche qui présente le parti, qui présente pourquoi on en est là, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise. Et puis après, vous avez différents chantiers. Les groupes locaux sont aussi le moyen de se structurer localement et de monter en compétences localement. Et puis surtout, ça me permet aussi de dire que les élections européennes, dont j'ai la chance d'être la tête de liste, et le challenge d'être la tête de liste, c'est une étape pour Equinox. C'était hyper important parce qu'on croit vraiment fondamentalement à l'échelle européenne, tout en étant critique sur le fonctionnement de l'organisation de l'UE. Mais on va pas s'arrêter là. On sera présent encore l'année prochaine, en 2025, alors qu'il n'y aura pas d'élection. Et on sera présent en 2026 pour les élections municipales. Bon alors, les fondateurs, le montage de l'équipe et la liste, ça a dû se bousculer pour constituer la liste. La liste a été un vrai challenge. Ça a été un vrai challenge, notamment sur la question des femmes. J'y reviens de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était difficile de trouver 40 femmes on a beaucoup d'adhérentes, mais d'avoir 40 femmes qui se sentent légitimes pour mettre leur nom sur une liste pour les européennes, ça a été plus compliqué. Chez les hommes, on a eu ce qu'il fallait. Et donc, du coup, c'est le moment de remercier tous ces impertinents, tous ces ambitieux, tous ces utopistes d'avoir accepté de mettre leur nom sur la liste d'Equinox. Et donc, du coup, maintenant, on a une belle liste. Donc, du coup, de 41 femmes et 40 hommes. On va sans doute être la liste la plus jeune de ces élections européennes en moyenne d'âge, puisque du coup, on a une moyenne d'âge à 37 ans, avec des étudiants, donc qui ont même moins de 25 ans. On a même des personnes qui ont plus de 60 ans. Et ça représente la diversité des adhérents d'Equinox, et ça représente aussi la vision que l'on a de notre société. Nous, on rentre pas dans le conflit de génération. On veut un parti porté par les jeunes, pour les jeunes, mais on peut être jeune jusqu'à 90 ans. Ça dépend en fait de jusqu'où est-ce que vous voyez votre vision. Et donc voilà, merci à eux. Vous verrez dans les professions, il n'y a aucune personne politique, de métier de politique. D'ailleurs, c'est un sujet. Nous, on n'aime pas trop le fait que la politique soit un métier. C'est un mandat, c'est pas un métier. Et on a beaucoup de gens qui sont déjà dans le monde de la transition.
que ce soit de la transition dans la culture, que dans la transition énergétique, que dans la transition écologiste. Et en fait, on a des personnes qui vivent quotidiennement la société dans laquelle on veut vivre. Et ça, c'est vraiment exceptionnel d'illustrer ça. Alors du côté statistique, du côté vitamine, tu te vois au Parlement européen ? Du côté statistique, c'est compliqué. C'est compliqué, et si l'on regarde dans l'histoire, ça s'est jamais vu, une liste citoyenne qui envoie en France des députés européens. Parce que la France a mis un palier à 5%, un palier qui est considéré comme institutionnel et antidémocratique en Allemagne, la France a décidé de le garder. Donc ça veut dire que si on fait 4,90%, on a 0 élu, si on en fait 5,001%, on a 5 élus d'office. Donc statistiquement, en tout cas, moi, j'ai pas tout misé sur le fait d'être élu au Parlement européen en septembre prochain. Je rechercherai un travail à ce moment-là. Par contre, en termes de vitamines, on y croit. On y croit, et en tout cas, on se donne tous les moyens et toute l'énergie pour du coup laisser cette possibilité. Aujourd'hui, on est le premier parti écologiste sur Instagram. On est suivi par de plus en plus de personnes. On a de plus en plus d'adhérents qui nous rejoignent. Et ça commence vraiment à ressembler à quelque chose, cette aventure. Ça montre que le pari politique porté par Equinox, il parle à toute une partie de la population. Et donc, qui sait, peut-être que ça aboutira vers une candidature pour les européennes. Mais c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Moi, j'en fais pas un objectif personnel. L'objectif personnel, c'était d'œuvrer, à mon échelle, à un projet politique qui me correspond. Et si je peux le faire au Parlement européen, je le ferai avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'énergie, et je vivrai ce mandat avec, en tout cas, une vraie ambition d'œuvrer dans la politique européenne. Si je le suis pas, c'est pas grave, vous inquiétez pas pour moi. Je reprendrai une activité professionnelle, je me lancerai dans d'autres défis personnels et professionnels, et tout ira bien. C'est aussi notre idée de nous dire que pour les élections européennes, et d'ailleurs c'est une des réponses, on a été beaucoup courtisés par d'autres listes qui nous ont demandé de nous mettre derrière eux. Peut-être un moyen de scientifiser leur programme, mais peut-être un moyen aussi d'avoir plus de jeunes dans leurs troupes et d'avoir une vraie force adhérente, puisqu'aujourd'hui, hier, il y avait 4 tractages partout en France. Enfin, c'est pas encore énorme par rapport à des grands partis, mais pour nous, c'est déjà très fort. Ça montre qu'on est intégré dans les territoires. Et si on a refusé, c'est qu'en fait, nous, on voulait pas rentrer dans des alliages politiques qui étaient complètement hors sol à notre sens. Nous, on voulait porter un projet politique global, et avec toute la difficulté financière, avec toute la difficulté en termes de compétences que ça implique. Et donc voilà, pourquoi Equinox présente une candidature propre aux européennes, et puis que l'avenir nous dira la suite. Bon, alors pour conclure, Marine, quelques messages personnels. Quelques messages personnels, et déjà remercier tous les adhérents d'Equinox qui participent à faire de cette aventure réelle, qui m'ont aussi élu au jugement majoritaire pour porter cette liste. Remercier toutes les équipes actives qui participent à la construction, notamment des podcasts derrière qui sont compétents sur ces sujets-là et qui écrivent les podcasts, mais qui m'aident aussi à préparer les interviews, qui aident aussi à rendre le programme meilleur. Et puis un dernier mot à tous mes proches qui me soutiennent dans cette aventure. Voilà, chérie, je suis à nouveau dispo en juillet. Merci Marine. Merci Jean-Paul. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Equinox sur l'ensemble de nos réseaux. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet parti-equinox.fr pour adhérer ou pour nous soutenir. Et puis surtout, vous pouvez partager cet épisode, le liker et l'envoyer à tous vos amis qui pourraient être intéressés. À bientôt!